Alors nous allons revenir au début de la Troisième République, 1870-1893. Je vais passer rapidement en revue les photos que vous n'avez pas vues la dernière fois. Comme ça sera l'occasion de rappeler ce qu'on a fait la dernière fois. Et puis après, on avancera. Il reste cette séance et puis deux autres, deux au mois de mai. Donc j'ai prévu que on aborde la deuxième partie et puis on traitera de la troisième et d'une troisième partie les deux autres fois. Je vous expliquerai le plan, mais je reprends l'échec de politique de défense nationale entre le 4 septembre 1870 et le 8 février 1871. Bon, alors, j'avais évoqué rapidement l'évolution nationale, mais j'y reviens simplement pour vous montrer des photos que j'avais prévues pour l'illustrer. Bon, sans revenir sur le fond ou sur le détail, mais ça résumera la fois précédente. Bon, tout a commencé avec la défaite de Sedan le 2 septembre 1870. Voilà un tableau célèbre, bon, qui reflète pas la réalité, parce qu'on voit Napoléon III. Je vais prendre ma petite flèche, comme ça je pourrais vous montrer. Vous y voyez au fond, parce que Jean-François trouve que c'est trop petit. Et puis c'est pour ça qu'il éteignait les lumières, mais le problème c'est qu'après vous y voyez pas si vous voulez prendre des notes. Bon, alors, vous reconnaissez Napoléon III, n'est-ce pas, abattu, et qui est en discussion avec Bismarck, un Bismarck hautain, etc. Bon, ça ne doit pas refléter la réalité, mais ça reflète une certaine légende, donc une image connue. Un autre tableau plus connu, c'est Napoléon III qui est amené, ici on le voit tête baissée, amené prisonnier dans son landau et entouré de soldats prussiens et de Bismarck à cheval, n'est-ce pas? Bon, c'est assez humiliant d'ailleurs ce tableau pour l'empereur. Bon. Donc c'est connu, Napoléon III est prisonnier, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à Paris? C'était les images qui représentent un rassemblement devant le corps législatif qui siégeait dans l'actuel Palais Bourbon aussi, vous reconnaissez le Palais Bourbon, et la salle est envahie par la population et tout ce petit monde harangué par Gambetta va se retrouver place de l'hôtel de ville. Alors bien sûr, tout ça, ce sont des scènes qui sont un peu, symboliques et qui ont été reproduites après. Mais vous voyez Gambetta qui proclame la République ici, alors que Gambetta n'est pas le chef du gouvernement, et puis des membres éminents du gouvernement provisoire, ici le général Trochu, qui était gouverneur militaire de Paris et qui a été choisi comme chef du gouvernement. Il y a ici Garnier-Pagès, qui est un rescapé de 1848. Et puis, ici au premier plan, Jules Favre, qui va jouer un rôle important, Jules Simon et Jules Ferry. Bon, Trochu s'appelait Louis-Jules. Bon, on avait évoqué ça. Bon, enfin, cette image, ce sont des images d'Épinal que l'on connaît et que, bon, je voulais vous remontrer. Ça, c'est le gouvernement provisoire, composé essentiellement, pas complètement, de députés républicains élus sous le Second Empire. À partir de l'Empire libéral, il y a eu des républicains, quelques-uns en 1863, mais beaucoup plus en 1869, essentiellement des Parisiens en 1869. Et c'est eux qui ont composé l'essentiel du gouvernement en se réclamant, et ils expliquaient leur légitimité par l'élection de 1869. Bon, à part Trochu, qui n'était pas élu, ni même ici au milieu, un personnage qui est plus d'extrême gauche, Henri Rochefort, qui n'avait pas été élu, mais il avait été intégré, certainement pour des raisons d'équilibre. Voilà aussi, à ce moment-là, vous savez, on l'a déjà dit, Paris était encerclé par les Prussiens, et le gouvernement essaye d'installer une délégation à Tours, ensuite elle ira à Bordeaux.
et Gambetta va représenter un peu le gouvernement en province, et c'est un épisode, alors ça doit vous rappeler des souvenirs d'école primaire au moins, non? Je sais pas, hein, mais bon, maintenant on le montre plus, je crois, je pense plus qu'on le montre, mais c'est Gambetta, n'est-ce pas, qui s'envole en ballon vers Tours, parce qu'on ne peut pas franchir les lignes prussiennes. Bon. Alors là, la carte, vous montrez les opérations. Bon, est-ce que je dois vous les rappeler? Je ne sais pas. Vous voyez, depuis Tours, depuis cette région ici, Gambetta va essayer de limiter l'avance allemande. Alors, l'avance allemande, les Allemands, ils n'avaient attaqué que par la frontière franco-allemande. Hein. Après, ils ne feront plus pareil. En 1914. Hein. Comme en 1940, ils nous attaqueront par là. Alors qu'on les attend en général là. Bon. Donc là, il y a eu la ville de Metz qui a été assiégée, et puis Sedan, où Napoléon III s'est laissé enfermer. Bon. Une fois le siège de Sedan levé avec la capitulation le 2 septembre, les Prussiens marchent vers Paris. Et ce sont des troupes qui entouraient Sedan, qui entourent Paris. Bon, et une autre partie va essayer de foncer vers le sud. De la même façon que des troupes libérées ou en surnombre sur Metz vont se diriger vers la Loire, et d'autres également vers le sud de l'Alsace, Belfort qui résiste. Les armées que lève Gambetta, et pour essayer de stopper l'avancée allemande, c'est dans le nord, parce que le nord n'a pas été occupé. Hein, ils ont été occupés pendant la guerre de 14-18. Moi j'étais enseignant dans le nord, et c'est quelque chose que j'ai découvert là-bas, parce que nous, quand on parle de la guerre de 14, on ne parle pas de l'occupation. Mais les gens du nord, comme les Belges, ils parlent de la première occupation allemande. Hein, c'est-à-dire de l'occupation pendant la guerre 14-18. Donc il y a eu une armée levée ici, confiée au général Federbe, qui était originaire du Nord. Ici, il y a eu des armées sur la Loire qui ont essayé de stopper les Allemands, et puis ici des armées levées dans le centre et envoyées vers Belfort. Bon, donc il organise la défense. On a vu que ça échouera parce que le gouvernement, il y a deux politiques. Il y a celle que mène Gambetta, sa politique de défense nationale, mais en même temps, Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, négocie aussi avec les Prussiens. Hein, et c'est finalement les négociateurs qui vont l'emporter. Bon, voilà justement deux négociateurs. Jules Favre, qui est ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement provisoire, et qui fait intervenir un personnage alors très connu, qui est Adolphe Thiers, qui lui a fait une tournée des popotes de capitales européennes, comme on dit aujourd'hui, tournée des popotes, pour essayer de voir s'il y a des gens qui voulaient venir à l'aide au secours de la France, etc., ou servir d'intermédiaire. Et puis Thiers a fini par avoir des émissaires auprès de Bismarck. Bon, Adolphe Thiers, c'est un personnage qui apparaît dans la vie politique française à la fin des années 1820 comme journaliste. Il a joué un rôle important dans la chute de Charles X et a soutenu pendant de nombreuses années, il a même été Premier ministre à plusieurs reprises, sous Louis-Philippe. On l'avait déjà vu. Ensuite, on l'a retrouvé durant la Seconde République. Durant la Deuxième République, il a, à cette époque-là, il avait essayé de rassembler les différents groupes conservateurs dans un parti qui s'appelait le Parti de l'Ordre Moral. Comme ils n'avaient pas de candidat, ils ont soutenu Louis-Napoléon III aux élections présidentielles de 1849, à la fin de 1849, et puis finalement il a été élu, et ils avaient cru qu'ils le manipuleraient, et puis ils ne l'ont pas manipulé, c'est lui qui les a manipulés. Ce qui fait que pendant tout le Second Empire, Thiers s'est retrouvé dans l'opposition. Entre parenthèses, il fréquentait les Pyrénées, Thiers, il venait faire la cure, il est venu faire la cure, passer l'été, bon. Est-ce que c'était des cures véritables? On allait aux zoos, mais enfin bon. Il fréquentait beaucoup Luchon et Cauterets.
Hein. Alors à Luchon, il rencontre un personnage du coin dont on va reparler tout de suite après. À Cauterets, par exemple, la presse locale signale sa présence. Il y a eu un tremblement de terre assez fort en 1855. C'était à l'été, et je ne sais pas dans quel hôtel il était. Il est monté sur une table pour calmer les gens qui avaient peur, etc. Bon. Thiers était tout petit. Hein. Et là, c'est un personnage âgé qui réapparaît et qui va progressivement reprendre les choses en main, d'ailleurs. Hein. Puisque c'est eux qui vont avoir gain de cause et signer un armistice avec les Prussiens. Et à l'issue de cet armistice, bon, je vous ai dit qu'il y avait des frais à payer, il y avait une facture assez salée aussi, mais que l'essentiel, c'est que Bismarck ne voulait pas négocier avec un gouvernement insurrectionnel non représentatif. Donc Bismarck exigeait des élections. Voilà. Et Jules Favre, qui signe cet armistice, va ensuite imposer des élections. Et Gambetta ne l'a appris que le lendemain. Hein, il n'a pas été informé tout de suite. Bon, il n'y avait pas effectivement de téléphone, ni de téléx, etc. Hein. Gambetta était à Bordeaux. Bon. Donc nous allons avoir après la bataille pour les élections. Je précise aussi que pour participer aux élections, et ça c'est très important, seules les régions qui ne sont pas occupées par les armées allemandes ou prussiennes, hein, puisque c'est la Prusse qui a entraîné une partie de l'Allemagne, et puis c'est à l'occasion de notre défaite que sera proclamé l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. Hein. Bon, c'est pour ça qu'après, en 1919, on signera l'armistice de la Première Guerre mondiale dans la Galerie des Glaces. C'était aussi c'était par allusion justement à la défaite du 70-71. Donc toute cette partie qui est occupée, les gens ne votent pas. Donc ceux qui sont appelés à voter, ce sont les autres. Hein. Bon. Ce qui fait qu'il y a quand même une grande partie de Français qui ne vont pas avoir l'occasion de voter le 8 février 1871. Bon, alors, on était passé dans les Hautes-Pyrénées ensuite. Hein, Eugène Thénault, qui a été nommé préfet dès le 4 septembre dans les Hautes-Pyrénées. Thénault, il va instaurer son autorité dans le département, je vous l'ai dit rapidement hein, la dernière fois, mais je ne vous avais pas montré un portrait d'Eugène Thénault. Voilà un portrait d'Eugène Thénault en 1869. Donc un an avant qu'il devienne... Oui, vous faites... Ah, c'est les moustaches, oui, ben, c'était la mode, mais ça c'est une caricature, je vous en dirai 2 mois après. Ici, c'est un Thénault qui est jeune, et c'est vrai, il est né en 1839, Thénault, et donc en 1869, il a à peine 30 ans, et quand il est nommé préfet, il a 31 ans. C'est quelqu'un qui va mourir, qui est mort en 1890, hein, il avait à peine 50 ans. Hein. Bon, donc c'est un jeune. Alors, qui est le personnage d'Eugène Thénault? Bon, je peux vous en dire 2 mots, mais je ne veux pas anticiper parce que là, prochainement, dans le cadre des communications à la Société académique, Jean-François Lenaille m'avait dit si je ne pouvais pas faire une communication sur Eugène Thénault. Parce que finalement, dans le département, il n'y a jamais rien écrit sur Eugène Thénault. Et comme les archives vont déménager à la rue Eugène Thénault, ce serait l'occasion de faire une communication, comme ça après ça ferait un article. Bon. Eugène Thénault, j'avais à en dire 2 mots quand même, parce que c'est quand même un personnage qui est... À Tarbes, tout le monde connaît la rue Eugène Thénault, l'ancienne rue des 3 prisons. Hein, la prison, le Carmel et l'école normale de filles. Bon. Et parfois dans la Nouvelle République, quand on lit les informations, on dit un tel il a été incarcéré à Thénault. Bon, alors par rapport au personnage, il doit se retourner dans sa tombe parce que quand même c'était. Il est né à La Reule. En 1839. Sa mère était de La Reule. Hein, d'ailleurs, si vous allez à La Reule, il y a un buste sur la place de la mairie, l'ancienne école, un buste qui avait été inauguré 1 an après sa mort, en 1891, par Jules Ferry en personne.
et qui ensuite, il était en bronze et il a été démonté et fondu sous l'occupation. Et il y a à peu près une dizaine d'années, peut-être moins, je ne sais pas, à peu près, oui, l'actuelle municipalité, ou une municipalité, je ne sais pas si c'était l'actuelle, a décidé de réaménager, de mettre en place un buste à l'honneur d'Eugène Thénault sur cette place. Hein. Et c'est en face la maison natale de Thénault. La maison natale de Thénault qui était la maison de ses grands-parents maternels. Sa mère était de la Reule, mais le père... Alors, il avait fait différents métiers, il était huissier, pharmacien, je ne sais pas comment on peut passer de huissier à pharmacien, il faudrait regarder à l'époque, etc. Il était originaire de pas très loin, de Limbeil. Donc c'est un Béarnais bigourdan, quoi. Et il a passé sa jeunesse à Limbeil. Alors sa famille a dû le pousser parce qu'il a passé un bac en 1855. Or, à l'époque, vous savez, il y a eu il y a quelques années une bagarre autour de Chevènement et puis des 80% d'une classe d'âge au bac. En 1850, c'était 0,5% d'une classe d'âge qui passait le bac. Hein. Et c'était payant tout ça. Donc ce qui fait que le père avait dû assurer et vouloir financer ses études. Et le jeune Thénault, après avoir passé un bac au lycée de Pau, il va faire des études de médecine à Paris. Bon, le bac il est en 1855, il va faire des études de médecine à Paris. Et puis 2 ans après, patatras, le père meurt. Et donc il arrête ses études parce qu'ils n'ont plus les moyens financiers. Alors, il a, par un système D, il s'est retrouvé répétiteur, c'est-à-dire ou surveillant, il aidait les élèves à faire leurs devoirs, etc., dans un lycée, dans des collèges. Et non pas à Paris, mais à Montpellier. Alors il devait avoir des relations, je sais, j'ai pas trouvé pourquoi il est allé sur Montpellier. Ensuite, il est venu sur Saint-Gaudens, parce qu'il a tourné pas mal. Alors l'étape de Saint-Gaudens, c'est une étape importante, parce qu'il a rencontré sa femme, et il s'est marié avec une Saint-Gaudinoise. Et puis, comme beaucoup de gens, nous sommes à peu près à la fin des années 1850, au début des années 1860, comme beaucoup de gens à l'époque, il est parti comment je fais là? Je dois appuyer sur quelque chose, mais j'espère pas me tromper. Non, c'est bon. Il est parti en Algérie, tenter sa chance à Alger. Et là, à Alger, donc, il enseigne dans un lycée. Bon. Et il a, alors, parmi ses élèves, il y a le fils d'un certain Louis Jourdan. Alors vous avez peut-être connu un vieil acteur qui s'appelait Louis Jourdan, dans les années 40, bon, il avait été aux États-Unis, etc. Puis ça n'a rien à voir. Ce Louis Jourdan est un journaliste qui est à Alger, parce que nous sommes sous le Second Empire, et il a été journaliste à Paris, dans un journal très important qui avait un grand tirage à l'époque, qui était Le Siècle. Et Le Siècle qui s'opposait plus ou moins, enfin, dans la mesure où on pouvait s'opposer à Napoléon III. Bon. Et donc c'est important parce qu'il a eu le fils de Louis Jourdan et il a fait connaissance avec Louis Jourdan en même temps. Et voilà que vers 1864, Louis Jourdan remonte sur Paris et dans ses bagages, il y a la famille Thénault. Thénault qui va devenir journaliste, alors je ne sais pas à quel niveau, mais il intègre la rédaction du Siècle. Bon. Et en même temps, alors qu'il n'avait pas une formation d'historien, il va se mettre à faire des recherches sur le coup d'État de 1851. Et ces recherches vont l'amener à publier en 1866 un premier bouquin qui était le coup d'État en province en 1850, le coup d'État de 1851 en province,
Donc là, il va remuer pas mal d'archives, hein, aussi des souvenirs de gens. Il s'est promené un peu partout en France. Alors, c'était peut-être le journaliste. Hein. On dirait aujourd'hui qu'à l'époque, il est qualifié de publiciste, mais on pourrait traduire aujourd'hui par essayiste. Vous savez, tous ces gens qui écrivent des essais d'histoire politique, etc. Bon, on en a quelques-uns connus qu'on voit à la télé. Puis certains vont même se présenter après les élections. Mais bon. Et il va publier un deuxième bouquin qui est Le coup d'État. Je crois que je vous l'avais montré parce que c'est pas l'édition originale, hein, c'est une édition postérieure. Paris en 1851. Hein, et ce livre va faire un tabac parce qu'il va être réédité une dizaine de fois et en peu de temps. Et par contre, et en même temps, le succès qu'a le deuxième rejaillit sur le premier qui est lu. Parce que c'est la première fois que nous sommes sous l'Empire libéral, régnait la censure auparavant, et c'est la première fois que les gens expliquent comment Napoléon III a pris le pouvoir, et comment ça s'est passé en province. Et ça n'a pas été aussi simple que ça. Bon, chez nous, il n'y a pas eu trop de grabuge, mais dans le Gers, ça a été plus dur. Il y a des départements où ça a été dur. Et il y a d'ailleurs des départements où, alors c'est curieux, hein, c'est à peu près au début du XXIe siècle, il y a des associations qui se sont créées dans certains départements pour commémorer le coup d'État de 1851. Et c'est pour ça qu'on a fait des rééditions d'ailleurs de Thénault, le coup d'État en province. Et donc c'est ça qui l'a fait surgir sur la scène médiatique. Il y aurait eu la télé ou des réseaux sociaux à l'époque, on en aurait beaucoup parlé. Et alors, ça lui a valu l'honneur d'une caricature d'un caricaturiste de l'époque qui s'appelait Gilles, dans le journal qui s'appelle L'Éclipse. Hein, à la fin de 1868, alors où on voit la tête de Thénault un peu caricaturée avec ses moustaches, et sur deux bouquins il s'appuie. Et ben c'est le coup d'État en Paris en 1851 et celui en province en 1800. Donc c'est significatif. Entre parenthèses, ce journal s'appelle L'Éclipse. Alors j'étais voir d'un peu plus près ce que c'était. C'était un journal satirique qui était paru en 1866, le premier numéro, 1865-1866. Il s'appelait La Lune. Et puis, en décembre 1867, il a été interdit, ce journal, parce qu'il avait caricaturé Napoléon III, et que ça n'avait pas plu, etc. Donc, journal interdit. Alors, le directeur du journal, dans le dernier numéro, il dit, eh bien, la Lune va devoir subir une éclipse. Et au mois de janvier, ils sortent un nouveau journal qui baptise L'Éclipse. Bon, voilà. C'est quand même bon. C'est de l'anecdote, mais enfin, c'est toujours intéressant, parce que ça permet de mettre un peu de vie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah si, ça revient. Bon. Il me fait des frayeurs. Et donc, Thénault, à cette époque-là, 1866, 7, 8, eh bien, il intègre les cercles républicains de Paris et il devient un ami de Gambetta, de Ferry, il fréquente tous ces gens-là. Hein. Il a participé aux élections législatives de 1869, il a été très actif, lui il ne s'est pas présenté nulle part, mais il les a soutenus, etc. Bon. Ce qui fait qu'effectivement, quand Gambetta cherche quelqu'un pour les Hautes-Pyrénées, pour le nommer préfet, un républicain convaincu, militant, sûr, eh bien, il pense tout de suite à Thénault. Hein. Mais je dirais que Thénault, c'est une sorte de jeune intellectuel républicain qui défend ses idées avant tout, hein, parce qu'il n'a pas fait de carrière ni préfectorale, ni politique. Par contre, il aura deux fils, un fils et un petit-fils qui eux seront préfets, hein, par la suite. Mais ça, c'est plus tard. Bon. Donc, voilà, je me suis un peu arrêté sur lui, mais parce que c'était un personnage. Donc, il a été très actif, mais au point qu'on l'a comparé aux représentants en mission sous la Révolution, et puis on l'a considéré un peu comme un apprenti dictateur dans le département, parce qu'il a tout contrôlé. Bon, mais ça, c'était aussi lié à la jeunesse. C'est pour ça que j'insiste sur l'âge. Hein. À cette époque-là, on croit qu'on a raison et on fonce, quoi. Quand on est plus âgé, on est plus... comment dire, on fait plus attention. Alors, j'avais évoqué ça. Il a organisé la défense nationale, j'y reviens pas.
Mais là où il a perdu, c'est au moment des élections législatives du 8 février 1871. Et là, il y avait deux listes en présence, hein, la liste qui défendait la poursuite de la guerre, qui était celle de Thénault, et puis il y avait la liste qui défendait la paix, hein, soutenue par Thiers et par Jules Favre, et qui était emmenée par Eugène de Goulard. Alors, de Goulard, j'en avais déjà parlé l'an dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est aussi un personnage dans le département. Alors le prénom d'Eugène était peut-être à la mode à l'époque, hein, parce que c'est quelqu'un qui il était beaucoup plus âgé que Thénault, parce qu'il était déjà député sous la monarchie de Juillet, dans les années 1840. Voilà deux représentations de Goulard, hein, une photo et ici un dessin crayonné, mais enfin vous reconnaissez le même personnage. C'est le personnage à la fin de sa vie, dans les années 1870, hein, il est mort en 1874, il est mort peu de temps après. De Goulard, qu'est-ce qu'il fait dans les Hautes-Pyrénées? Dans les années 1840, il avait son beau-frère Gauthier de Haute-Serve qui avait été député dans le département et qui ne se représentait pas. Bon, c'était une élection au suffrage censitaire, il y avait à peu près 200 électeurs dans le département. Et lui, il est venu succéder à son beau-frère qui l'a poussé à être candidat ici dans les Hautes-Pyrénées. Bon, faisait partie de la bourgeoisie parisienne qui cherchait des sièges en province pour ensuite aller briller, hein, dans les milieux autorisés près de l'État et de la monarchie. Mais il s'est installé dans le département. Il a épousé une fille d'Arrault, de la famille Ferraud d'Arrault. Bon, il y avait eu un Ferraud député à la Convention. Et d'ailleurs, c'est le seul député des Hautes-Pyrénées qui a été exécuté, dont la tête a fini au bout d'une pique, hein, à l'époque de Thermidor. Bon. Et il a épousé ça devait être une fille, oui, de Ferraud, l'ancien député. Il est donc député orléaniste à la fin de la monarchie de Juillet. En 1848, au début, on ne le voit pas, mais à partir de l'année 1849, lorsqu'il y a les élections les secondes élections législatives, après la constituante des élections à l'Assemblée nationale, il se présente comme député et là il est réélu. Donc il est député en 1851. Il est orléaniste, il soutient Thiers. Il ne se rallie pas à Louis-Napoléon Bonaparte. Et d'ailleurs, il fait partie de députés qui s'opposent au coup d'État, ce qui lui vaudra d'être arrêté temporairement en décembre 1851 et de passer 2 jours à la prison de Mazas à Paris. Après quoi, évidemment, il est destitué. Tout le Second Empire, presque tout le Second Empire, il habite Luscan, hein, aux confins de la Barousse et puis des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne. Et lui, il rencontre souvent Thiers à Luchon. Hein, quand Luchon vient passer les étés, de Goulard le voit souvent. Bon, en 1867-68, au moment où l'Empire se libéralise, il fonde un journal, et il le finance, parce que fonder un journal, c'est le financer, dans le département, qui s'appelle L'Observateur. Et son beau-frère, Tiburce Ferraud, sera candidat aux élections législatives en 1869. Bon, il sera contre Achille Jubinal, le député bonapartiste sortant. Il ne sera pas élu, mais il va faire quand même à peu près 30% des voix, ce qui montre bien qu'il y a une influence. Alors lui, il représente donc... Il y avait une double opposition sous le Second Empire. Il y avait une opposition républicaine et il y avait une opposition orléaniste. Hein, notamment incarné par Thiers en 1870-71. C'est le problème, hein, quand vous avez deux oppositions, c'est le cas aujourd'hui, si les deux oppositions ne peuvent pas converger, ça vous permet à vous de régner au milieu, quoi. Alors de Goulard réapparaît. Son journal
joue le jeu de la défense nationale, sous le... Ah, croisons les doigts. Oui, il joue le jeu de la défense nationale, hein, il appelle à se battre, etc., pour sauver la patrie et tout, puis il conclut, hein, quand il y a l'armistice qui est signé, ce n'était qu'un rêve. Bon, et il monte sa liste pour les élections du 8 février, et sa liste est élue triomphalement. Thénault est battu largement. Bon, donc c'est un échec des Républicains, et De Goulard devient, alors est-ce qu'il devient un peu l'homme fort? Oui. Il y a d'autres personnes sur sa liste, deux républicains modérés, Anatole Desbons, hein, dont le fils a été député aussi dans les années 1930, dans les Hautes-Pyrénées. C'était un gros propriétaire agricole de la région de Maubourguet, Anatole Desbons, et puis François Duquesne. Alors François Duquesne, il est originaire du département de la Vallée d'Or, mais c'est un personnage... Alors, c'est aussi un journaliste qui a beaucoup fréquenté les milieux journalistiques parisiens, mais qui ne s'est jamais trop situé dans l'opposition, hein, qui était à la fois dans l'opposition et puis un peu dans une aile, comme on disait, plus libérale de la majorité. C'est un personnage qui est venu ici chercher un siège, et comme ce sont des républicains modérés, eh bien... De Goulard fait aussi appel à eux. Hein. Ils soutiennent, ces deux-là soutiennent le positionnement qu'avait eu Jules Favre, par exemple. Hein. Et ils ne sont pas d'accord avec Gambetta. Et deux autres personnages qui sont élus, il y a 5 députés à l'époque. Alors, l'un, c'est Eugène Adnet, qui était un procureur de l'Empire, procureur impérial, qui avait été destitué par Thénault, et qui a drainé des voix de bonapartistes à la liste de Goulard. Et l'autre, alors c'est un personnage qui est le marquis de Franlieu. Alors, qui vit très peu dans les Hautes-Pyrénées. Il a un manoir à Agedette, hein, dans le nord du département. Mais autrement, il vit essentiellement dans la région parisienne. Voilà, voilà les personnages qu'on a retrouvés élus, et on est loin finalement, hein, du positionnement qu'avait Thénault. Bon, alors, ça c'était les photos, je voulais conclure la dernière fois là-dessus. Là, je voudrais qu'on passe à la deuxième partie, hein, c'est-à-dire 20 ans d'affrontement entre les partisans et les adversaires de la République, 1871-1891. 1891, c'est une date importante parce que ça va être l'appel du pape Léon XIII aux catholiques. Il va leur demander de se rallier au régime républicain. C'est ce qu'on a appelé le ralliement. Bon. À partir de là, on a tout un pan de la droite qui se rallie, hein, une très grande majorité qui se rallie au régime républicain. Alors, je rappelle, hein, parce qu'il ne faut pas de confusion, au XIXe siècle, jusqu'à cette date-là, être de gauche, c'est défendre le régime républicain, et être de droite, c'est s'opposer au régime républicain. La différence, c'est uniquement une question politique. La question politique, comme on disait. La question sociale, ça va venir après. Parce qu'à partir du moment où tout le monde va se rallier à la République, Léon XIII, il dit pas ralliez-vous à la République, pieds et poings liés, acceptez tout. Il dit il faut que vous vous ralliez à la République pour mieux, hein, la faire évoluer en notre sens, etc., pour mieux l'influencer, pour jouer un rôle, quoi. Bon. Donc, à partir de 1891, on va avoir des reclassements politiques qui vont se faire sur d'autres critères. Hein. Le critère de la laïcité, d'abord, hein, parce que ça va faire rage, et puis ce que Jaurès appelait la question sociale. Bon, c'est-à-dire, là, les problèmes d'inégalité, et puis on va voir apparaître, et là, on va voir se fracturer, et l'ancienne droite, et l'ancienne gauche, d'ailleurs. Hein. Bon. Et d'ailleurs, elle se fracture dès cette époque-là, l'ancienne gauche. Bon. Donc, ces 20 ans d'affrontement. Alors, ce que je comptais faire là, c'était, dans cette deuxième partie, raconter rapidement l'évolution chronologique.
c'est pas drôle la chronologie, mais c'est simplement pour que vous ayez quand même les cadres chronologiques et que vous ayez une idée de l'évolution. Et dans une troisième partie, j'aimerais étudier ce qui a opposé finalement essentiellement les deux camps. Ça a été, à partir de 1881, ça a été l'application des lois sur l'école primaire laïque et gratuite. Et la question religieuse, elle entre dans le cœur des débats dans le département. Et le clergé va participer activement à la lutte contre la République, et on va voir des instituteurs qui vont apparaître aussi, et qui vont défendre à fond la République. Donc il va y avoir une bagarre importante durant toute cette période. Alors, en même temps, il y a la presse, parce que la presse est très importante à l'époque, il y a beaucoup de journaux. Il y a beaucoup de journaux, des journaux électoraux, et puis il y a des journaux à Bagnères, il y a des journaux à Cauterets, à Lourdes, des journaux sur Tarbes, qui sont des journaux qui s'opposent. Les partis politiques n'existent pas, il faudra attendre 1901 pour que les partis politiques existent, parce que c'est dans le cadre de la loi sur les associations. Mais les partis, en fait, leur colonne vertébrale, c'est un journal. Alors, autour des journaux, n'est-ce pas, se regroupent des tendances différentes, et ces tendances s'affrontent. Bon, alors, c'est cet affrontement-là que j'aimerais plutôt étudier, mais pas forcément de manière chronologique. Mais avant, il faudrait qu'on ait quand même une idée de l'évolution chronologique, c'est tout. Alors, c'est jamais... oui, c'est fastidieux, mais bon, on va essayer d'évacuer des problèmes. Bon, j'ai mis comme question justement quelle est l'influence du contexte national sur le département. Parce que c'est tout le problème, ça. Est-ce que le national influe sur le département? Alors, il est sur une classe dirigeante du département, hein, une élite économique et sociale, oui, hein, ils suivent. Mais la grande majorité, ils s'en fichent, il faut bien le reconnaître. Justement, sur cette période-là, il y a eu, ça a été publié dans la fin des années 90, un mémoire de maîtrise que l'association Guillaume Morand avait publié, qui s'appelle « Entre communes et nations ». C'était une maîtrise qui avait été faite par un jeune étudiant de l'époque, Edward Lynch. Alors, il a des ascendances britanniques, hein, mais en fait, ils étaient originaires de Batte-sur-Guerre, il y avait la famille à Ségus, en Batte-sur-Guerre, et il avait travaillé sur Campan. Et il a étudié sur Campan les élections, la vie locale, etc. Et il mettait bien en évidence que ce qui comptait avant tout, c'était la gestion des forêts, des pâturages, les problèmes locaux, etc., quoi. Hein. Et les problèmes nationaux, est-ce qu'ils ont une influence? C'est toute la question, hein, voilà, parce que, et c'est toujours le cas. Est-ce que les problématiques nationales sont perçues partout pareil dans le même territoire? Et nous, on est sur le terrain, on a peut-être d'autres perspectives, d'autres problématiques. Alors, c'est toujours le gros problème. Or, c'est un problème intéressant. Or, là, il se pose de manière plus, avec beaucoup plus d'acuité, parce que le la Troisième République maintient le suffrage universel. Bon, la Seconde République a créé le suffrage universel, masculin, évidemment, excusez mesdames, mais pour ça il faudra attendre la libération. Suffrage universel masculin, mais sous l'Empire, on n'est pas revenu contre le suffrage universel, mais il y avait la candidature officielle, il y avait des pressions de tous les côtés. Ce qui fait que, est-ce que le suffrage était vraiment libre? Or, la Troisième République crée un suffrage universel pluraliste et beaucoup plus libre. Et ça, c'est une nouveauté par rapport au Second Empire. Ce qui fait que les gens peuvent s'exprimer.
Bon, alors évidemment, vous trouverez toujours des anecdotes en vous expliquant que, ma foi, il y avait certaines élections, à certaines époques, ça se passait au chef-lieu du canton, donc il fallait se déplacer, et qu'il y a eu ici notamment un député qui était, enfin il y a eu des députés, parce que c'est toute une lignée, la même famille foule, en quelque sorte, faut pas être, bon. On vous raconte que ils faisaient livrer dans les cabarets près des mairies beaucoup de barriques de vin, etc., et que le vin coulait à flot. Bon, au moment d'aller voter. Alors ça, après, c'est autre chose, mais c'est intéressant à étudier, mais c'est un autre problème. Alors, ça veut dire que, lors de ces élections, on s'exprime sur des sujets nationaux. Mais on peut se poser la question, quelle conscience, quelle connaissance on peut avoir de la situation nationale dans nos communes? Surtout que la majorité de la population parle peu le français, ou le lit pas, ou le lit peu. Et quelle conscience il y a entre... on peut avoir dans les populations locales à l'époque entre le national et le local. Quel lien il peut-il y avoir? Enfin, ça, c'est une question que moi, je me pose, et qu'on se pose d'ailleurs, et qu'on se pose aujourd'hui aussi quand il y a des élections. Parce que on peut penser que des élections municipales dans des petits villages, elles n'ont pas une connotation politique, même dans des petites villes. Faut pas non plus. Alors que parfois, il y en a qui ont tendance à vouloir tout catégoriser et tout classer. Donc, il faut faire attention en histoire par rapport à ça. Alors, il y a deux types d'élections. Les élections nationales, qui sont les législatives, et puis les élections locales. Les municipales, les cantonales, et puis sous la Troisième République va apparaître une troisième élection, qui est nationale, mais qui est une expression locale, c'est les sénatoriales, puisque ce sont les grands électeurs qui élisent les sénateurs. Alors, quelle signification politique peut-on accorder à chacune de ces élections? Bon, si vous voulez, ce sont des problématiques qui se posent, quoi. Moi, j'ai découvert ça quand j'ai fait ma maîtrise, parce que la maîtrise, c'est quand on fait des études en histoire, du moins c'est ça, c'est l'occasion de faire sur une année un travail de recherche. Bon, pour voir vos aptitudes à faire de la recherche. Bien. Alors moi, ce sujet, les débuts de la Troisième République, 1870 et après, je ne savais pas quand ça se terminerait, mon directeur de maîtrise à Toulouse m'avait proposé ce sujet, en disant, vous êtes des Hautes-Pyrénées, ça n'a jamais été étudié, étudiez ça. Voilà. Bon. Alors quand j'arrive aux archives départementales, à Tarbes, je vois l'archiviste, non, c'était beaucoup plus familial et petit, il n'y avait que 4 ou 5 employés aux archives à l'époque, c'était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Et il y avait un garçon qui s'occupait de l'accueil à la salle, un garçon, c'était entre guillemets un homme qui était beaucoup plus âgé que moi, qui était M. Bécante, qui était un homme charmant. Et alors il me dit, mais c'est embêtant parce que je crois que ça a été traité, cette question-là. Alors je vais voir l'archiviste. Et donc c'était M. Mangin qui me reçoit et qui dit, oh, il y a eu une thèse, la thèse de M. Charles Lapeyre sur l'évolution électorale de l'arrondissement de Bagnères de 1870 à 1970, donc il faudrait que vous changiez de sujet, ça a été traité. Alors il me dit, mais on n'a pas cette thèse-là, parce qu'on l'a prêtée au sous-préfet de Bagnères. J'ai remarqué que des sous-préfets ou des préfets, quand ils arrivent, certains, ils lisent des ouvrages d'histoire politique du département, pour avoir certainement, pour apprendre des choses, j'en sais rien. Et alors il m'envoie chez le chanoine Lafont, qui était au grand séminaire, enfin il avait une bibliothèque, c'était un capharnaüm. Bon, et j'ai fait la connaissance donc de ces deux personnages qui étaient deux grands érudits locaux, qui tous les deux finissent par m'envoyer voir Soulet, c'est là que j'ai fait sa connaissance, et là on conclut, il faudrait que vous changiez de sujet parce que ça a été plus ou moins traité, etc. Et j'appelle mon directeur de maîtrise le soir pour lui dire, vous savez, ça a été traité. Alors il était vexé parce que la thèse, elle n'avait jamais été publiée, mais elle avait été faite à Bordeaux. Et donc ça ne communiquait pas entre Bordeaux et Toulouse. Voilà. Et puis il me dit, mais s'il n'a étudié que les élections législatives, il a dû se tromper. Il doit aboutir à des conclusions pas tout à fait justes. Parce qu'il me dit, lui, il faut étudier les élections locales.
lisez la presse, voyez les conflits locaux, etc. Et là, vous vous ferez une autre idée. Eh bien, il avait raison, parce que, on va le voir après, mais avant, je veux aborder la question de l'écho des crises nationales. Si on lit les élections, si on étudie l'évolution du département sur les élections législatives, selon les élections législatives, on se dit, eh bien le département, il est devenu républicain qu'en 1893, aux élections de 1893, à la suite du ralliement. Point. Mais si on étudie les élections municipales, cantonales et aussi les sénatoriales qui suivent, eh bien on peut dire, dès 1880, le département a basculé dans le camp républicain. Alors pourquoi les députés de 1885 et de 1889 sont des anti-républicains? Alors ça c'est la question. Et elle s'explique par des divisions internes chez les républicains, autour de la question de la laïcité. Parce qu'il y a des gens qui sont de farouches bouffeurs de curés, et d'autres qui sont beaucoup plus modérés. Hein, bon. Et qui ménagent l'enseignement l'enseignement catholique à l'époque. Donc ce sont les divisions internes, hein, on va en parler. Ce qui fait que c'est toujours difficile à apprécier. Alors, la question une question qu'il faut évacuer, bon, rapidement, voilà, c'est l'écho local des crises nationales. J'ai pris 3 crises nationales au cours de cette période qui va de 1871 à 1891. L'affaire Dreyfus, ce sera après, dans les années 1890. Hein. Ça, c'est plus complexe. Alors, la Commune de Paris, évidemment, hein, je ne veux pas raconter. Alors ça aussi, c'est le problème des cours, là, ici. Je ne sais pas comment, j'en ai parlé avec Jean-François. Il faudrait articuler histoire générale et histoire régionale. Bon, la Commune de Paris... c'est un mouvement qui a été déclenché donc le 18 mars et qui se termine dramatiquement le 28 mai 1871. Ça a duré 2 mois et 10 jours. Bon, alors je vais rappeler, si vous vous souvenez pas ce que c'est, en dire 2 mots rapidement, mais elle n'a eu qu'un écho très très limité dans les Hautes-Pyrénées. Il n'y a pas eu de soulèvement sur Tarbes. D'autant plus que le monde ouvrier sur Tarbes est très content. Parce que au mois de février 1871 a été décidée la décentralisation de l'arsenal de Meudon à Tarbes. Hein, et donc l'arrivée de l'arsenal qui était installé définitivement en juin 71, ça a donné beaucoup de travail à Tarbes. Ce qui fait que c'est une période qui, pour les Tarbais, hein, et pour les Hauts-Pyrénéens des environs qui sont venus travailler à l'arsenal, c'était une aubaine. Hein. D'ailleurs, j'avais pu montrer, comme dans les statistiques qu'avait établi Robert Vier, on voit la population qui monte en flèche à ce moment-là. Hein. Bon, donc, si vous voulez, on n'est pas dans une période on est dans une période d'espoir sur le plan social. Et le monde ouvrier qui aurait pu se soulever au moment de la Commune, il était à Tarbes et il n'est pas révolté. En plus, il n'y a pas de militants non plus, hein, dans ce sens-là. Donc la Commune n'a qu'un écho très limité. Il y a eu un événement qui s'est produit, c'est que les responsables du mouvement toulousain ont été jugés à Tarbes. Ils ont été acquittés d'ailleurs. Et lors du procès, il n'y a eu aucune manifestation locale, ni pour soutenir les accusés, ni pour venir protester contre eux, etc. Hein, ça s'est passé dans une indifférence assez générale. Bon. Et la presse locale, même des journaux de gauche, mais des républicains, mais ce sont des républicains souvent un peu modérés. Hein. Un personnage comme, pendant la Commune de Paris, Jules Ferry, qui était un républicain, bon, qui est maire de Paris, il réussit à s'enfuir de Paris, mais Jules Ferry, curieusement, pendant cette période, il est nommé ambassadeur de France à Athènes. Hein, une manière d'aller prendre l'air ailleurs. Gambetta est marginalisé,
par une gauche beaucoup plus radicale que lui. Et il a d'ailleurs des problèmes de santé à cette époque-là, et on lui conseille d'aller prendre l'air. Il va prendre l'air au Pays Basque espagnol, du côté de Bilbao. Donc il s'éloigne en fait, tous ces gens-là. Le journal Le Siècle, où Thénault était remonté travailler, est interdit sous la Commune, et Thénault se réfugie sur Bordeaux. Hein, et là, il va travailler à la Gironde de Bordeaux. Mais donc, il y a toute une frange des milieux républicains qui ne sait pas trop quelle position prendre, hein, parce qu'ils se sentent débordés sur leur gauche par le mouvement de la Commune. Alors la Commune, en fait, il y a plusieurs faits. C'est un sujet qui est très polémique aujourd'hui. Alors, c'est polémique, par exemple, on a fêté en 2021, normalement c'était les 150 ans de la Commune, et aussi, personne ne les a fêtés, les 150 ans de la Commune. Officiellement, il n'y a pas eu de manifestation à ce sujet, etc. Par contre, c'était le 200e anniversaire de la mort de Napoléon Ier, et là, ça a été fêté. Voilà, on peut se poser la question, quoi. Il y a des choix. Hein. Bon. Et j'ai entendu des historiens qui étaient d'accord pour qu'on commémore le 150e anniversaire de la Commune, et d'autres qui n'étaient pas favorables, pour pas rallumer des guerres, etc. etc. Hein. Alors, parce que la Commune, je me souviens quand même, moi, avoir entendu des gens comme quelqu'un que vous avez connu dans le passé, peut-être Alexandre Sanguinetti, ça vous dira quelque chose, qui n'était pas un gauchiste. Et dans certains milieux gaullistes, on défendait la Commune, parce que la Commune, une des premières raisons, ça a été le rejet de la capitulation de la France par rapport à l'Allemagne. Donc, dans la révolte de la Commune, il y a une réaction patriotique. Hein, et même quelqu'un comme actuellement Jean-Louis Debré, dans une émission, je l'avais entendu l'an dernier, il défendait certains aspects de la Commune. Alors évidemment, pas les excès, mais sur le principe et sur le fond. Bon, alors c'est ça, c'est aussi une opposition entre un Paris qui est républicain et qui est favorable à la démocratie directe, et pas à la démocratie représentative, et il s'oppose à l'Assemblée nationale qui a été élue par des régions d'ailleurs non occupées. Donc là, il y a aussi ce gros problème. Hein. Quel type de démocratie directe ou représentative? C'est des débats qu'on entend aujourd'hui. Hein. Enfin, qu'on entend à gauche aujourd'hui. Mais après, qui c'est les Parisiens qui se soulèvent? C'est souvent des ouvriers, des petits artisans et aussi des professions libérales, sans oublier des intellectuels qui, eux, rêvent d'une société idéale, etc. Et tout ça, ça se soulève contre le gouvernement Thiers. Quand? Parce que le 18 mars, c'est pas une date innocente. Thiers veut désarmer la garde nationale. Ah oui, parce que Thiers, entre-temps, oui, après les élections de février 1871, il est devenu le chef du gouvernement exécutif. Hein. Bon. En attendant qu'une constitution se mette en place. Et Thiers veut désarmer la garde nationale de Paris, et il essaye, le 18 mars, de faire enlever des canons de la garde nationale qui étaient placés dans certaines hauteurs et collines autour de Paris, pour protéger Paris. Donc, en voulant enlever ces canons, c'est traduit par, mais il ne veut pas nous défendre, hein, il nous livre. Voilà. Alors, et lui d'ailleurs, le gouvernement à ce moment-là s'enfuit à Versailles. Bon. Et donc la Commune de Paris provoque le gouvernement insurrectionnel, etc. Et on est dans la continuité, parce que là aussi il y a tous les mythes républicains qui reviennent, on est dans la continuité de la Commune de 1792, on l'a oublié ça, mais après le 10 août 1792, plus personne ne contrôle rien. Danton se retrouve à la tête de la Commune de Paris, mais les massacres de septembre, il ne va pas pouvoir les empêcher, hein, parce que là, c'est le défoulement total. Et ça rappelle aussi les journées de juin 1848, alors qui, elles, se sont mal terminées, puisque ça a été terminé dans le massacre. Bon. Donc, tous ces mythes sont toujours là, quand même. Hein. C'est vrai qu'en 1871, 1792, c'était il y a moins de 100 ans encore. Hein.
Donc c'est toujours présent dans les mémoires. Bon, alors ils font sécession avec un espoir que d'autres mouvements vont se créer, et c'est vrai qu'il y a des mouvements à Lyon, à Marseille, à Montpellier, à Toulouse, mais ils seront réprimés et il n'y aura pas de fédération de tous ces gouvernements, de tout ce mouvement communaliste, comme on l'appelle parfois. Et tous ces différents mouvements seront sévèrement réprimés. Hein. Je vous montre, parce que ça a été dur, la répression, ici. Voilà un tableau qui représente... Alors là, vous ne devez peut-être pas le voir bien nettement parce que oui, ça c'est une question d'éclairage. Mais on voit les... si vous voulez, je peux essayer d'éteindre la... Attendez. D'éteindre la lumière, 2 minutes. Mais voilà, avec tous ces fils, on peut faire des bêtises. Rampe centrale. Voilà. Est-ce que si j'éteins là... Ah. Rampe centrale. Pavé. Non, les pavés, c'est sur les côtés. Bon, voilà. Alors, finalement, tout à l'heure, il voulait éteindre et puis c'est resté bloqué, quoi. Bon, enfin, bref. Ah, voilà. Vous voyez un peu mieux. C'est un peu flou, c'est pas très net. C'est dommage, mais bon. C'est les derniers fusillés en mai 1871 au mur des Fédérés, hein, au cimetière du Père-Lachaise. Il y a le quartier, bon. Alors, ça fait partie des... Ça fait partie aussi des mythes républicains, ça aussi. Alors, ces mouvements ont été sévèrement écrasés. Il y a des polémiques entre historiens sur le nombre de morts. Hein. Ça avait été relancé en 2014 par un Anglais, Robert Toms, qui minimisait, il disait il n'y a pas plus de 5 ou 6 000 fusillés. Alors des Français ont revu à la hausse, ont rediscuté les chiffres, parce que il n'y a pas eu de comptabilité, hein, parce qu'en fait les Versaillais rentrant dans Paris, ils tirent sur les gens, bon. Et puis après, il y a les fusillés. Bon, c'est très difficile à mesurer tout ça. Camille Pelletan c'était lui qui a donné le chiffre le plus fort, 30 000 fusillés et exécutés. Mais Camille Pelletan était un militant de gauche à la fin du 19e siècle, et on pense qu'il gonflait un peu les effectifs, le nombre de morts aussi. Alors, il y a un historien qui a beaucoup travaillé sur cette question, il s'appelle Jacques Rougerie, et lui, il estime... mais bon, dans les Hautes-Pyrénées, on est loin de tout ça, quoi. Voilà. Bon, alors il y a une autre crise politique aussi dans l'époque, hein, qui a joué un rôle quand même dans les Hautes-Pyrénées, qui a eu une influence mais électorale. C'est la crise du 16 mai 1877. Alors, la crise du 16 mai 1877, le président, à la suite de... en 1873, Thiers est tombé. Parce que la majorité monarchiste qu'il y avait à l'Assemblée nationale soupçonnait Thiers d'accointance avec des républicains modérés. Et Thiers se rallie progressivement, effectivement, à la République, et sincèrement, d'après ce qu'on peut lire, ce qu'il a pu écrire. Et donc, il est mis en minorité, et à la tête de l'exécutif va être nommé, je reviendrai après les institutions, etc., mais est nommé un maréchal, Patrice de Mac-Mahon, qui qui défend l'ordre moral, hein, qui est un monarchiste, mais qui a été promu maréchal sous l'Empire, etc. Il s'est fait connaître en Crimée, pendant la guerre de Crimée, dans les années 1850. Bon, c'est lui qui a capitulé à Sedan. C'est lui qui dirigeait les troupes à Sedan. Bon, alors était-il un grand militaire, je n'en sais rien. Il avait été capitaine dans un régiment de Tarbes. Hein. C'est là qu'il avait, selon la légende, et selon le bon Didier, qui était un premier conservateur du musée pyrénéen, qu'il avait séduit la femme de Colomès de Juillan. Bon, ça, c'est c'est de la petite histoire locale. Or, Mac-Mahon
Il a une majorité contre lui à l'Assemblée, il va dissoudre l'Assemblée. En 1876. Il dissout l'Assemblée au mois de juin et il va provoquer de nouvelles élections. Mais les élections, l'Assemblée est dissoute en juin, les élections n'ont lieu qu'en octobre. Entre-temps, eh bien, il nomme un chef de gouvernement qui est le duc de Broglie, qui va licencier, limoger beaucoup de préfets, chez nous aussi, pour mettre des gens à poigne. On va en reparler après parce que dans le cadre électoral, ça jouait son rôle. Donc, c'est une crise qui va avoir un effet dans les Hautes-Pyrénées, la crise du 16 mai, mais sur le plan électoral. Après, on a eu une autre crise importante, qui est la crise boulangiste. Voici un beau portrait du général Boulanger. Boulanger... Bon, il avait été ministre des Armées en 1886-87, pendant un an. C'est un ministre qui avait été très populaire, parce que il avait d'ailleurs... Les curés étaient dispensés de service militaire, et lui, il avait dit, les curés iront sac au dos comme les autres. C'était très populaire. Il a pris des mesures pour améliorer la condition des soldats, etc. Bon, ça a été un général populaire à cette époque-là. D'ailleurs, il y avait une chanson que chantait un chansonnier Paulus, et que Bourvil avait repris dans les années 50-60, je ne sais pas, gai et content, nous allions triomphant, nous allions à Longchamp voir et féliciter l'armée française. Et dans la chanson, il y a notre brave général Boulanger. Voilà. Bon, au point que, après, il est plus, en 1887, il n'est pas reconduit comme ministre, et au cours des années 1888-89, il y a un antiparlementarisme qui se lève dans le pays, et Boulanger va profiter de cette vague. Il apparaît comme un recours, c'est un homme fort, un homme autoritaire, etc. Alors il va être approché par des gens par les bonapartistes, il va être approché aussi par les royalistes, des gens qui se disent mais si ce gars il arrive au pouvoir, peut-être qu'il restaurera la monarchie, etc. Bon, il va se présenter à plusieurs élections, parce qu'à l'époque, lors d'une élection, vous pouviez, des législatives ou des cantonales, vous pouviez vous présenter dans plusieurs circonscriptions. Et puis vous choisissiez ensuite celle dans laquelle vous avez été élu. Et après, on procédait à des élections complémentaires pour vous remplacer si vous vouliez. Bon, ça s'est produit ici d'ailleurs, en 1881. Et donc il est élu dans plusieurs... Chaque fois avec des scores importants. Bon, il n'est pas élu, mais sauf en 1889, où un soir d'élection, il y a des manifestations dans Paris, et c'est dans Paris qu'il est élu, et on lui demande de marcher sur l'Élysée pour prendre le pouvoir. Bon, finalement il hésite, etc., et puis il se dégonfle et il s'enfuit à Bruxelles. Et il est mort à Bruxelles en 1890. Je caricature, je simplifie. Mais ce qui est intéressant dans les Hautes-Pyrénées, est-ce qu'on a eu des traces du boulangisme? On en a eu, parce que on a eu un député d'origine monarchiste, le marquis de Breteuil, qui était très proche du comte de Paris, et qui a fait partie, le comte de Paris qui était le prétendant orléaniste au pouvoir, mais qui était à Londres, et il fait partie d'un petit groupe qui a approché Boulanger, pour essayer ils espéraient tous que Boulanger serait une sorte de, comment on avait un général anglais là, qui a renversé Richard Cromwell, le général Monk, et puis qui, après avoir renversé Richard Cromwell, a restauré la monarchie en Angleterre. Et donc ça c'était un rêve, on espérait bien que ce Boulanger restaurerait ensuite la monarchie en France. Alors il est testé à certaines élections, et voilà qu'en 1889 il y a un conseiller général qui meurt à Luce. Son frère est élu à sa place, mais il était conseiller d'arrondissement, et donc il faut remplacer le conseiller d'arrondissement. Candidat au conseil d'arrondissement, le général Boulanger. Bon, contre un gars de Luce. Bon, alors, comment ça se fait? Il a été candidat à une cantonale à Argelès aussi, contre Michel Sénac. Bon, il n'a pas fait beaucoup de voix, mais comment Boulanger peut-il être candidat? C'est parce qu'il y a des relais sur le terrain. Alors le relais, c'est Henri de Breteuil. Et à Luce, Henri de Breteuil avait comme relais le maire de Luce de l'époque, qui était Jean-Bernard Mounic, qui était bonapartiste notoire, et qui
il y a eu 2-3 personnes qui sont venues de l'extérieur, qui sont venues distribuer des tracts, etc., etc. Mais Boulanger n'a pas été élu. Néanmoins, il a fait 30 à 40% des voix, quoi. C'était, alors qu'il n'était pas venu du tout. Bon, voilà, c'est la seule trace de ce phénomène boulangiste. On avait soupçonné aussi un autre général aux Pyrénées, qui était le général Desfils, qui était sénateur des Hautes-Pyrénées, d'être proche, évidemment, les républicains tiraient sur les généraux à cette époque-là, soupçonnaient tout général d'être proche de Boulanger, quoi. Bon, bref, voilà, c'est les crises. Ces crises-là, elles n'ont pas eu de gros effets dans le département. Alors, je voudrais en venir, ça c'était une introduction, mais évidemment j'ai été un peu trop bavard, comme d'habitude. Mais c'est important, parce qu'on vous dit, quand vous êtes étudiant, et alors, est-ce que les crises nationales ont eu un effet dans le département? Est-ce que vous pourriez l'étudier, donner des preuves et tout ça? Bon, bref, alors. Et c'est vrai qu'on peut toujours dire quel est l'effet. Or, là, on voit quand même que la commune, comme qui concernait surtout un mouvement plus très à gauche, et le mouvement boulangiste qui était un mouvement très à droite, anti-parlementaire, etc., n'ont pas eu d'effet dans notre département. Bon. Alors, maintenant, quelle a été l'évolution électorale, traduit-elle l'adhésion du département à la République? Alors, je voudrais voir d'abord. Il y a une élection qui a joué un rôle important, mais elle a eu un retentissement national, c'est l'élection législative partielle de 1875. Bon, je vais vous raconter ça, mais après vous notez ou pas, c'est pas bien important, mais enfin, c'est important quand même, parce que, bon, à la fin de 1874, non, plutôt, pas à la fin, non, le 4 juillet 1874, le député des Hautes-Pyrénées et président du Conseil général, Eugène de Goulard, meurt. Il avait refusé d'être chef du gouvernement quelque temps auparavant. C'est donc un personnage qui est important. Le voilà, Eugène de Goulard à nouveau. Donc il va y avoir une élection partielle qui est prévue en janvier 1875. Or, depuis 1871, la situation nationale a changé. Thiers est tombé le 24 mai 1873 parce qu'il s'est rapproché des Républicains. Entre parenthèses, de Goulard, qui avait été ministre de Thiers, ministre des Finances de Thiers, et puis ministre de l'Intérieur de Thiers aussi. C'est donc un personnage qui était proche de Thiers. Il a voté contre lui. Donc il ne franchit pas le pas pour devenir républicain, de Goulard. Et le pays va être gouverné par MacMahon, qui va nommer comme chef de gouvernement. Il y a toujours une seule assemblée, et nous sommes dans des institutions provisoires. Et MacMahon nomme comme chef du gouvernement le duc de Broglie, qui vont mener une politique dite d'ordre moral. Bon, ça veut tout dire, ordre moral. En fait, tous ces gens-là, ce sont des monarchistes. Et ils attendent, ils voudraient rétablir la monarchie. Mais pour rétablir la monarchie, il faut un roi, il faut un monarque, et il faut que ce monarque soit légitime. Et comment on peut légitimer ce monarque? C'est s'il se rattache aux dynasties qui ont régné. Et la dynastie qui a régné le plus longtemps récemment sur la France, c'était les Bourbons. Et donc, il y a un Bourbon qui est encore en vie. C'est lui, le comte de Chambord, qui aurait dû régner sous le nom d'Henri V. Le comte de Chambord est le petit-fils de Charles X, et c'est le seul héritier, parce qu'il n'y a pas de collatéraux, où c'est des femmes, mais loi salique, les femmes deviennent parraines chez nous. Bon. Il n'a pas d'enfant, il est célibataire, donc c'est le dernier fleuron de la dynastie des Bourbons. Or, lui, il a des exigences, il veut bien être roi, mais on abandonne le drapeau bleu-blanc-rouge, on abandonne tous les symboles de la République et de la démocratie, et on essaye de restaurer un régime autoritaire, quoi, sur le modèle de ce que voulait son grand-père Charles X. Alors il est évident que ça ne passe plus.
hein, et que même les monarchistes légitimistes qui le soutiennent, oui, ce qu'on appelle les légitimistes, ce sont les défenseurs de la dynastie Bourbon. Et les orléanistes, ce sont les défenseurs de la dynastie Orléans, fondée par Louis-Philippe. Donc, il fait échouer l'idée d'une restauration monarchique. Alors, on va mettre des institutions provisoires en place. À partir de novembre 1873, on va mettre des institutions provisoires, parce que Chambord est intransigeant, mais il n'a pas de successeur. Et son cousin, le comte de Paris orléaniste, lui, il accepte le drapeau, il accepte d'être un roi à l'anglaise, quoi. Hein, donc, à ce moment-là, donc, nos monarchistes qui sont à l'Assemblée sont d'accord pour dire, ben, on va attendre que le comte de Chambord casse sa pipe, quoi, tout simplement. Hein. Il n'est pas vieux, il n'a que 53 ans en 1873, et il est mort en 1883. Hein. Alors évidemment, l'espérance de vie n'était pas la même. Alors on met des institutions provisoires en place. À partir de novembre 1873, il y a une loi constitutionnelle qui va décider de confier la présidence à un personnage, et qui va être MacMahon, mais pour combien de temps? Alors on spécule. Il en a pour combien de temps, Chambord? Voilà, en gros c'est ça. Et alors il y a eu une discussion, on s'est arrêté sur 7 ans. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on a mis en place le septennat. Bon, remarquez, 7 ans, 73, 7, 80, 83, ça aurait pu marcher. Et on crée une commission, qui est dominée par les royalistes, qui est chargée de rédiger une constitution en attendant un revirement de Chambord, ou pire, peut-être sa disparition. Bon, or, l'élection qui va se passer dans les Hautes-Pyrénées, eh ben, elle va accélérer le processus constitutionnel. Cette élection, elle se déroule au scrutin majoritaire à 2 tours sur l'ensemble du département, selon une loi de février 1873. Il y a 4 candidats au premier tour. J'ai trouvé la photo de 3, mais pas des 4. Le 4e, je dis tout de suite, c'est le comte de Puységur, qui était un légitimiste, qui était soutenu par l'écho des vallées de Bagnères, mais il avait guère d'influence, il a fait 4% des voix, bon, mais je ne le passe pas sous silence, mais je n'ai pas trouvé sa photo. Voici 3 candidats qui sont importants dans le département. Ici, Dominique Cazot, un avocat, Tarbé, oui, il est avocat au barreau de Tarbes, mais il habite Bénac. Il est né à Bénac et on l'a surnommé par la suite l'Aigle de Bénac. C'est un bonapartiste, personnage avec une forte personnalité. Et il est conseiller général d'Auxun et il est soutenu par l'Air Nouvelle et le fils d'Achille Fould, Adolphe, dont on attendait la candidature, mais qui ne s'est pas présenté et qui est mort la même année. Il avait des problèmes de santé. Le soutient publiquement. Bon, Dominique Cazot. Au milieu, il est entre les deux d'ailleurs, Michel Alicot, qui a une formation d'avocat, mais qui auparavant est maître, à cette époque-là, est maître des requêtes au Conseil d'État. Alors, il a été sous-préfet de Bagnères, de Bigorre, en 71-72. Et puis il était reparti au Conseil d'État. Alors, il est soutenu, lui, par le journal L'Observateur, journal qu'avait fondé de Goulard. Et donc, il est à la fois, il se dit républicain, mais il est considéré comme un républicain modéré. Il est à la limite entre les orléanistes et les républicains. Mais il va basculer dans le camp républicain ensuite. Comment attire-t-il là, ce monsieur? Alors il faut quand même le dire, c'est que, et surtout à 1875, à cette époque-là, il achète une propriété à Argelès. Argelès qui s'appelait Argelès de Bigorre à l'époque, ça venait de fusionner avec... Ah si, c'est 1824 la fusion, ça faisait 50 ans. Il a acheté l'ancienne propriété de Bertrand Barrère, de la famille Barrère. Hein, à Vieuxac. Bon. Et comment atterrit-il à Argelès? En fait, c'est son beau-frère,
Germain Dupré qui le fait venir là. Je le dis tout simplement pour l'anecdote, mais c'est pas que de l'anecdote. On reparlera de Germain Dupré un peu plus tard parce que c'est un personnage. Germain Dupré est né à Argelès. Et il était le fils de Romain Dupré, évidemment, ça ne change pas grand-chose. Romain Dupré qui n'est pas originaire d'Argelès, mais qui avait épousé une Argelésienne. Et Romain Dupré qui était un capitaine sans solde napoléonien, un personnage qui avait joué un rôle important à Argelès. Il a été souvent conseiller municipal, etc. Il avait une forte personnalité. Et parmi ses enfants, son fils aîné, Germain, a fait des études de médecine. Et il est devenu professeur de médecine à l'université de Montpellier. À l'université de Montpellier, il a fait la connaissance d'une fille avec laquelle il s'est marié, qui était la sœur de ce Michel Alicot. Voilà. Bon, d'ailleurs, son épouse est morte peu de temps, moins d'un an après son mariage, et il s'est remarié avec une autre sœur qui était célibataire. Et donc, c'est Dupré qui a ramené Alicot dans notre région. Hein. Alors, sur Dupré aussi, je dois dire une chose, Dupré, il a une sœur. Il a plusieurs enfants, mais sa sœur cadette, c'est Sophie Dupré. Et Sophie Dupré, elle a épousé un employé de la préfecture qui s'appelait Napoléon Foch. Lequel Napoléon Foch a d'ailleurs été conseiller municipal d'Argelès aussi quelque temps à la succession de son beau-père Romain Dupré. C'est le père du maréchal. Hein, voilà, c'est le père du maréchal. Donc Germain Dupré est l'oncle du maréchal. Voilà. Et quand Foch est venu en 1919 à Tarbes, etc., il est allé sur la tombe de sa mère à Argelès, et il n'y avait plus personne de la famille, sauf les Alicots. C'est pour ça qu'il avait mangé chez les Alicots, etc., parce qu'ils étaient cousins, quoi, etc. Bon, non, alors tout ça, c'est des petites... Mais après tout, ça permet aussi de mettre un peu de vie dans tout ça. D'ailleurs, le frère aîné de Ferdinand Foch, qui était avoué à Tarbes, dans la rue des Grands Fossés, c'est-à-dire la rue Maréchal Foch, se prénommait Germain. Hein, en l'honneur comment il s'appelle, de Germain Dupré. Donc Michel Alicot est candidat. Et alors pour lui faciliter les choses, il a acheté donc une maison à Argelès. Les maires à l'époque étaient nommés. Et on a négocié avec le maire d'Argelès, qui était le vieux Jean-Pierre Sénac, républicain, farouche, etc. Et là, d'ailleurs, j'ai trouvé une correspondance aux archives. Ça, c'est intéressant. Il a accepté d'être destitué, enfin, de démissionner, pour laisser la place à Alicot, qui n'était pas du tout conseiller municipal. Il est devenu maire d'Argelès, nommé, quoi. Tout ça, c'était parce que le préfet, Tiburce Ferraud, beau-frère de Goulard, nommé préfet par De Goulard, ministre de l'Intérieur. Bon, bref, on va pas finir avec boulangiste quand même. Bon, mais il se trouve que ce personnage, on le pousse à fond. Hein, on espère qu'il va être élu au siège de Goulard. Et puis il y a un troisième larron que vous connaissez aussi, de nom Antoine Broban. Hein, alors ça, c'est un buste qui se trouve au cimetière où il est enterré. Hein, le cimetière qui est près de la préfecture. Bon, il a eu un grand buste parce qu'il a donné toute sa fortune à la ville de Tarbes. Alors la ville de Tarbes lui a fait une belle statue hein, au cimetière. C'est un grand propriétaire, homme d'affaires, qui s'est rapproché, lui, des Républicains modérés. Et d'ailleurs, il est soutenu par le journal des Républicains modérés, qui est le Bien public. Dans l'Air Nouvelle soutient Dominique Cazot. L'Observateur soutient Michel Alicot, le Bien public, le journal républicain, soutient Antoine Broban, l'Écho des Vallées, journal monarchiste, légitimiste de Bagnères, soutient le comte de Puységur, et la campagne, elle est très vive dans la presse. Alors, l'Air Nouvelle critique Broban. Monsieur Broban est un millionnaire devenu radical par crainte des radicaux. Hein, bon, il devient républicain pour qu'on ne lui prenne pas. Bon. Remarquez, les mauvaises langues disent que Broban avait voulu rester célibataire pour ne pas partager sa fortune. Bon, les ouvriers tarbais soutiennent Broban. Hein, et Cazot, lui, mène une campagne très active avec des brochures, des portraits du prince impérial, du fils de Napoléon III qui n'est pas encore mort, et des bulletins à son nom. On va distribuer des bulletins. Hein. Alors, résultat du premier tour, Cazot, 39% des voix,
Alico 32%, Broban 25% et depuis Ségur 4%. Broban se désiste en faveur d'Alico. Donc tout le monde attend la victoire d'Alico. Manque de bol, c'est Cazaux qui sort du chapeau électoral. Cazaux, il gagne 10 000 voix entre les deux tours et Alico n'en gagne que 6 600. Bon, le taux d'abstention a été de 16%. Hein, bon. Cazaux a 55% des voix, Alico 45%. Et donc, Cazaux est élu. C'est pour ça qu'après, c'est un bonapartiste, alors on l'appelle l'aigle de Bénac. Il va rester député jusqu'en 1889. Vu de Paris, le bonapartisme remonte la pente. Parce que cette élection partielle, elle s'inscrit dans d'autres, à la suite d'autres, dans la Nièvre, dans le Pas-de-Calais, dans le Calvados, dans l'Oise, donc dans des régions totalement différentes, où on a vu chaque fois gagner un bonapartiste. Alors, les monarchistes s'inquiètent et se disent mais si on attend trop pour faire une constitution, on va se retrouver avec les bonapartistes majoritaires à l'Assemblée. Hein. Alors, il y a un historien qui s'appelle René Raymond qui écrit « En assurant l'élection du candidat bonapartiste, les électeurs pyrénéens ont accéléré le vote de l'amendement Vallon par une assemblée monarchiste effrayée par le péril bonapartiste et l'amendement Vallon, c'est une des premières lois constitutionnelles du 1975. Parce que il n'y a pas eu, en 1975, une seule constitution. Il y a eu plusieurs lois. Hein. Bon, alors après, on peut schématiser et je terminerai là-dessus, l'organisation qui est mise en place à ce moment-là. Hein. Alors, c'est un schéma qui aurait pu se transformer, c'est un peu sur le modèle britannique, hein, parce que ça aurait pu se transformer en monarchie. Il suffisait de remplacer le président par le roi, et on avait effectivement un système qui fonctionnait. Alors, la nation... C'est un schéma simplifié. Hein. La nation, suffrage universel masculin, élit la Chambre des députés. Bon, et elle élit des grands électeurs, enfin, elle élit les députés des conseils généraux et municipaux qui deviennent grands électeurs. Enfin, pas tous les conseillers municipaux. Hein. Dans les petites communes, c'est les maires. Après, c'est en fonction de la taille de la mairie, ça, de la commune. Ils élisent le Sénat. Sénat et Chambre des députés élisent ensemble. Quand ils se réunissent, ça forme ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Et ils élisent ensemble, tous les 7 ans, un président de la République. Et le président de la République nomme un président du Conseil, mais le président du Conseil, pour pouvoir gouverner, il faut, sous la Troisième République, qu'il ait la majorité. À la Chambre des députés, mais aussi au Sénat. Le Sénat peut renverser. C'est le Sénat qui a renversé Léon Blum. Hein. Bon, donc, c'est le président du Conseil qui va gouverner. Le président, il a un rôle de chef d'État. Hein, et le président du Conseil gouverne. Bon, donc c'est le schéma qui va fonctionner pratiquement jusqu'en 1940. Alors, manque de chance pour les républicains, pour les monarchistes, c'est que dès 1876, les républicains gagnent les élections. Hein. Alors il va y avoir un bras de fer avec MacMahon, président de la République, mais MacMahon va perdre, et donc finalement les républicains ont gagné, et donc les monarchistes ne retrouveront jamais le pouvoir. Bon, voilà. Écoutez, on va s'arrêter là, parce que j'étais peut-être un peu trop bavard, parce que après on verra l'évolution rapidement des différentes dans le département, parce que j'ai des... Bon, je sais pas, mais j'ai essayé de vous montrer un trombinoscope, ça peut peut-être... c'est pas inintéressant de voir la tête des gens, quand même. Qu'on a connu. Bon, ça c'est... voilà. Surtout qu'on voit des plaques après sur les rues, comme Eugène Thénault, etc. On ne sait pas qui c'était. Bon, voilà. Eh bien, je vais rendre l'appareil à Jean-François. J'espère que la prochaine fois, le mien marchera. Je vais tâcher de me renseigner, puisque la prochaine fois, c'est c'est en mai. Et je crois que c'est... Alors, je l'avais marqué à la fin. Hein, vous voyez, bon, parce que tout ça, c'est des choses dont qu'on va voir. Voilà. Prochain rendez-vous, le 11 mai. Entre parenthèses, ici, c'est Germain Dupré, qui a été élu sénateur en 1882. La photo est un peu floue. À côté de notre général, un général de fils, qui était de Montmère. Bon, et qui avait commandé l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Voilà. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info.
Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.